Et voilà, donc c'est parti pour ce webinaire consacré à la perte de poids. Donc bienvenue à tous, y compris à ceux qui nous réécoutent en replay. Donc pour ici l'heure environ qu'on va passer ensemble sur la thématique de la perte de poids, j'ai préparé pour vous quelques slides. Donc je vais partager mon écran. Je vais faire ça ici de suite. Voilà. Donc voilà, là normalement, vous voyez mon écran. Alors, au programme pour ce soir. Donc, je vous ai promis de parler de la perte de poids. Je vous ai promis une vision claire et complète pour perdre du poids. Et donc, je vais parcourir avec vous 5 sphères d'action concrètes. Alors, tout ce que je vais vous exposer ici dans ce webinaire, c'est toujours basé sur des connaissances scientifiques, des études scientifiques du fonctionnement biochimique. J'aime bien qu'il y ait une base vraiment solide sur laquelle on vient greffer des choses pratiques. Donc, 5 sphères d'action qui sont toutes interconnectées et vraiment incontournables dans la perte de poids. Et j'ai aussi préparé pour vous un petit exercice pratique pour y voir plus clair dans vos options, dans vos priorités. Alors, vous allez voir, c'est un exercice qui est à la fois tout simple et rapide, mais qui est vraiment super intéressant dans votre démarche. Alors pour ça, il vous suffit juste d'avoir une feuille de papier et de quoi écrire. Donc si vous n'avez pas ça sous la main, c'est peut-être le moment d'aller le chercher maintenant, comme ça vous serez tranquille par la suite. Et puis ça ne s'arrête pas là parce que j'ai quand même préparé pour vous l'une et l'autre chose pour vous aider aussi dans votre démarche. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être juste un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc mon nom c'est Véronique Declercq. J'ai étudié au CFNA à la nutrithérapie et à l'université d'Harvard le lifestyle medicine et j'ai fondé il y a une dizaine d'années l'alimentation joyeuse. Alors l'alimentation joyeuse, c'est ma vision de l'alimentation saine. Pour moi, manger sainement, c'est pas une punition. Ça doit être quelque chose de chouette, ça doit être bon. Ça doit aussi être réaliste et pragmatique. Donc, je ne vise pas la perfection, que ce soit dans l'alimentation saine en général ou en particulier dans la perte de poids. Pour moi, la perfection, ça n'existe pas en alimentation. Par contre, on va vraiment chercher à progresser, à mettre des choses en place pour finalement créer une différence au fil des semaines, au fil des mois, pour vraiment ancrer les bonnes habitudes. Je vous l'ai dit aussi dans l'intro, j'aime bien qu'il y ait une base solide sur laquelle on vient justement greffer ces choses pratiques qu'on met en place. Donc j'aime bien, et vous allez le voir dans ce webinaire aussi, j'aime bien vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va aborder les choses de telle ou de telle façon. Pour moi, c'est quand on comprend les choses qu'on peut le mieux le mettre en pratique. Et justement, quand on parle de mettre en pratique, forcément, quand il s'agit d'alimentation, à un moment donné, il va falloir remplir son assiette et savoir comment on fait ça. Et j'aime bien aussi ce côté pratique, donc je crée beaucoup, beaucoup de recettes, toujours dans cette même optique de l'alimentation joyeuse. Donc, c'est des choses qui sont simples, qui sont accessibles pour le quotidien. Donc, vous retrouvez toutes ces recettes dans toutes sortes de livres de recettes, des e-books aussi sur mon blog. Et donc, mes activités, c'est cette partie ici en ligne avec les webinaires, les programmes, le blog Alimentation Joyeuse. J'ai aussi une partie de mes activités qui sont des accompagnements, des coachings individuels en cabinet. Et puis, j'enseigne la nutrithérapie aux étudiants en nutrithérapie et je donne également des conférences et des formations en entreprise, toujours aussi avec des chouettes dynamiques dans les équipes, que ce soit sur les thématiques plutôt alimentation ou plutôt lifestyle. Donc voilà pour ce petit mot de présentation. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, on commence donc sur cette thématique de perte de poids. Une première réflexion ici, c'était de dire, mais pourquoi en fait est-ce que perdre du poids peut sembler si compliqué? Alors,
je suis sûre que ici, voilà, vous vous êtes inscrit à ce webinaire, vous avez une démarche, un souhait de perdre du poids, vous avez probablement déjà essayé des choses, vous avez mis en place des choses qui ont peut-être bien fonctionné, et puis plus vous avez essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, vous êtes probablement aussi informé sur des choses. Et pourtant, malgré beaucoup d'informations, et je pense que c'est plutôt une bonne chose, on entend quand même pas mal parler de l'alimentation, l'impact sur la santé, etc. Mais on se retrouve parfois un petit peu perdu aussi. Alors, pour moi, la raison principale pourquoi ça semble si compliqué, c'est illustré par cette image que j'ai choisie ici de partager avec vous. C'est le fait qu'en fait, le corps, déjà, c'est un ensemble de rouages imbriqués les uns dans les autres. Donc, le corps est assez complexe. Et la perte de poids, finalement, aussi. On a tendance un peu trop à mettre des œillères et à se dire, bah oui, pour bien manger, pour maigrir, il faut bien manger et faire du sport. C'est vrai, mais c'est pas tout. Et en fait, c'est plus complexe que ça. Et il y a vraiment des interactions, des choses qui sont liées entre elles. Et si vous vous acharnez sur votre alimentation, mais que vous laissez, que vous avez un rouage d'à côté qui est grippé, qui est coincé, on voit bien avec cette image-ci que vous n'allez pas obtenir de résultats. Et donc, c'est vraiment ici, le but pour moi dans ce webinaire, c'est d'aborder les choses de façon plus complète et de pouvoir mettre en lumière, pour vous que ce soit clair aussi, de quels sont ces différents rouages dont il faut tenir compte dans la perte de poids. Quels sont les rouages qui sont importants pour vous, quels sont ceux qui sont peut-être secondaires aussi, mais en tout cas, ça fait partie de l'équation. Donc, vraiment, cette image de rouage, on va travailler sur un rouage et ça va en entraîner d'autres, ou à l'inverse, si on s'acharne sur un mais que celui d'à côté est grippé, voilà, on peut soit engranger, avoir un effet bénéfique de l'un entraîne l'autre dans le sens positif, ou parfois louper le coche parce qu'on ne travaille pas sur le bon rouage. Alors, quelle est la place de l'alimentation dans tout ça? Évidemment, l'alimentation, elle est incontournable, c'est sûr. Dans la perte de poids, voilà, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais en fait, l'alimentation toute seule, même si c'est incontournable, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour différentes raisons. La première, c'est qu'on croit savoir ce qui est bon. Et à nouveau, je suis persuadée que vous avez déjà une bonne connaissance en termes d'alimentation saine. Euh, mais néanmoins, autant on a vraiment de la marge de manœuvre quand il s'agit de manger sainement pour sa santé en général, autant quand on commence à analyser une perte de poids, eh bien, il y a certains aspects sur lesquels on a un petit peu moins de marge de manœuvre. Et donc, il y a des choses en termes d'alimentation qu'on doit aller creuser un petit peu plus, on doit aller optimiser les choses pour que si vous faites des changements, qu'au moins ces changements, ils apportent aussi des résultats. Et pour ça, il faut souvent creuser un petit peu plus loin que ce qu'on connaît déjà. La deuxième chose, c'est que voilà, l'alimentation, oui, mais il y a aussi les autres rouages de la perte de poids et comment l'alimentation impacte aussi ces autres rouages. Donc, de nouveau, c'est vraiment l'idée d'avoir une vue d'ensemble et de comprendre que les choses peuvent être reliées entre elles et peuvent s'impacter les unes aux autres. Et je vais vous expliquer ça aussi dans les parties qui suivent. Et puis le troisième élément, c'est qu'on a beau connaître plein de choses et savoir ce qu'il faut faire et je devrais faire ci, je devrais faire ça. Et pourtant, on voit que passer de cette connaissance à vraiment la mise en pratique, ce n'est pas toujours évident. Et là aussi, je vous dirais comment est-ce qu'on peut en fait se faciliter la tâche de dire, OK, c'est bien beau d'avoir toute cette compréhension et toute cette connaissance, mais si ça reste dans votre tête et que ça ne se traduit pas dans vos habitudes au quotidien, ça ne va pas vraiment vous aider. Donc là aussi, au niveau mise en pratique, je vous dirais quelle est mon approche par rapport à tout ça. Alors, je vous avais dit donc, on va voir ces sphères d'action, ces 5 sphères d'action qui sont incontournables en fait dans la perte de poids. Alors, on va voir le sommeil, on va voir l'impact du stress ou la gestion du stress, on va voir aussi le métabolisme. Et en fait, derrière le métabolisme,
se cache aussi le côté activité physique. Et je vais vous expliquer pourquoi j'associe ces deux termes avec métabolisme et activité physique. Et évidemment, on va aussi parler de l'assiette. Alors ça fait quatre, ça fait pas cinq. Donc il y en a une cinquième sphère d'action qu'on va voir plus tard. Je ne vous en parle pas encore ici, mais on va la voir juste après. Alors dans ces cinq sphères, je commence toujours par le sommeil. Pourquoi? Parce que si on regarde au niveau santé globale, si on devait mettre un petit peu ces sphères par couche, ben, le sommeil, c'est cette première couche, c'est un peu cette base. Il y a énormément de choses qui vont découler, soit qui vont être plus faciles avec un bon sommeil, ou à l'inverse, qui vont être difficiles avec un mauvais sommeil. Alors, sur le long terme, si on regarde l'impact du sommeil sur la santé à long terme, on dit souvent que le sommeil est irremplaçable et irrattrapable. C'est-à-dire que oui, on peut fonctionner avec un déficit de sommeil, on est un peu fatigué, mais on continue quand même de fonctionner. Mais en fait, en coulisses, j'ai envie de dire, même si ça nous permet de continuer à fonctionner pendant des années parfois, ben, on est quand même en train de grappiller notre capital santé. Euh, un déficit de sommeil ou un mauvais sommeil qui s'étale au fil des mois, au fil des années, c'est un capital santé qu'on grappille. Ça veut dire on se donne rendez-vous en fait avec les maladies dites de civilisation, les maladies liées à la vieillesse. Mais on n'est pas obligé de vieillir au même rythme. Et là, le sommeil est important. Mais en fait, ce que moi, je veux plutôt voir avec vous ici, c'est l'impact du sommeil au niveau de la perte de poids. Et là, il faut plutôt aller voir sur du court terme. En fait, à court terme. Et à court terme, c'est au bout d'une mauvaise nuit. Donc, c'est vraiment à très court terme. Un déficit de sommeil va être générateur de blocage au niveau de la perte de poids, va impacter le métabolisme du sucre de 30% et va dérégler les hormones de faim et de satiété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, euh, ce que je vous explique ici, c'est ce qui est apparu dans une étude. Donc, des chercheurs ont mesuré au bout d'une courte nuit, donc au bout d'une nuit de 4 heures, que le métabolisme des glucides était 30% moins efficace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le métabolisme des glucides? Métabolisme, ça veut dire la façon dont le corps utilise ce que l'on mange. Donc, pour parler avec des mots simples que tout le monde comprend, quand on mange quelque chose, soit on le brûle pour en faire de l'énergie, faire fonctionner toutes nos cellules, tout ce qu'on doit faire, soit si on ne le brûle pas, on le stocke. C'est l'un ou l'autre. Et donc, si on a un métabolisme, donc un fonctionnement qui est moins bon, ben plutôt que de brûler pour en faire de l'énergie, on va stocker. Qu'est-ce que ça veut dire en résumé? Ben, au bout d'une nuit de 4 heures, à assiette égale, ben, la courte nuit va faire que vous stockez 30% de plus ce que vous mangez par rapport à une nuit normale qui serait une nuit de 8 heures. Donc cet impact, il est énorme en fait. Et c'est ça que je voulais souligner ici. Alors, c'est clair que dans cette étude, évidemment, 4 heures, c'est vraiment une courte nuit. On ne peut pas fonctionner des jours et des jours avec, une nuit aussi courte. Mais c'est vraiment pour illustrer que même si vous n'en êtes pas à 4 heures, mais que vous avez peut-être chaque fois un petit déficit de sommeil, ça a un impact au niveau de comment votre corps peut brûler ou stocker ce que vous mangez à assiette égale. Et c'est vraiment là aussi que j'insiste sur ce fait, parce que déjà, c'est pas facile de manger la même chose quand on est fatigué plutôt que quand on est en forme. Et ça, c'est le point suivant, justement, avec ces hormones de faim et de satiété. Mais donc, rien qu'ici, on voit déjà que le sommeil va impacter directement les résultats qu'on peut obtenir de par ce dérèglement au niveau du métabolisme du sucre. Alors, pour vous expliquer ça ici sous forme plutôt de graphique, bah, j'ai été choisir ce graphique qui illustre un métabolisme du sucre perturbé. On va voir ce qui se passe au niveau de la glycémie, on voit ce qui se passe au niveau de l'insuline, tous des termes qu'on utilise en fait souvent pour les diabétiques. Mais ça ne concerne pas que les diabétiques, hein, ceci. On est tous concernés par ce schéma, on est tous concernés par une glycémie qu'on voudrait stable et pas en dents de scie comme on voit là. Et en particulier dans la perte de poids aussi, c'est hyper important. Alors on peut se retrouver dans une situation telle qu'elle avec un métabolisme de sucre perturbé à cause d'un mauvais sommeil ou d'un déficit de sommeil,
on peut aussi se retrouver dans une situation comme celle-là à cause d'une alimentation déséquilibrée, du grignotage, un petit déjeuner sucré, des repas déséquilibrés ou trop de féculents, pas assez d'autres choses. Ça mène aussi aux mêmes courbes. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que ça vous crée des envies de sucre ou de stimulants. Hein, quand vous voyez la courbe rouge, la glycémie qui monte et puis qui descend et qu'on se retrouve dans la zone hypoglycémie, là, c'est le moment où vous avez vraiment envie du petit café ou du petit coca, mais il y a un petit biscuit à côté, donc clairement, on va le prendre et de préférence deux plutôt que un, parce qu'on est vraiment ici dans un besoin de je vais chercher mon énergie quelque part. Alors, mauvaise nouvelle, bah, en fait, ça vous entraîne encore plus dans toutes ces variations. Donc, cette envie de sucre vous programme déjà pour la prochaine envie de sucre. En parallèle, c'est aussi une situation qui génère de la fatigue. Donc, une journée comme ça, avec cette glycémie en dents de scie, c'est une journée qui est fatigante. En plus de ça, ça se répercute aussi sur l'humeur. Donc, c'est des situations où on va être plus irritable, plus impatient. Et en plus de ça, on a un effet stockage de graisse qui sera plus important. Et ça, c'est dû à l'insuline. Ça, c'est la courbe bleue que vous voyez sur le graphe. En fait, quand votre glycémie monte trop vite et puis après baisse, etc., remonte, en fait, ça va en parallèle stimuler aussi l'insuline. Et l'insuline en excès, elle est responsable du stockage des graisses. Et quand je dis stockage des graisses, c'est pas que vous mangez trop de graisse et que vous stockez du gras. Le stockage des graisses, c'est la façon, j'ai envie de dire presque unique que le corps a trouvé pour stocker tout ce qui n'arrive pas à brûler. Donc, si vous êtes trop gros, c'est pas nécessairement que vous mangez trop gras. C'est que vous avez un mécanisme de stockage qui est voilà, trop présent pour diverses raisons. Mais donc, ce stockage de graisse, ça peut aussi être dû à trop de sucre ou trop de féculents ou trop de quantité en général ou les mauvais aliments. Donc, je reviens juste ici. Pourquoi je vous montrais ça? Rappelez-vous, parce que c'était déjà la conséquence d'une courte nuit. Donc là, on voit que on peut déjà relier pas mal de choses au niveau du métabolisme. Donc, je reviens à notre point de départ. Le sommeil, il est important. Le sommeil en déficit à court terme va impacter directement la façon dont on peut perdre ou non la graisse. Alors ça, c'est au niveau de cette perturbation du métabolisme des glucides. Mais il y avait aussi cette perturbation des hormones. Et là, un déficit de sommeil va dérégler nos hormones et pas dans le bon sens. Évidemment, ça se saurait si avec un peu moins de sommeil, on avait moins faim. Voilà, on n'aurait peut-être pas tant de problèmes. Ben ici, on le devine, en fait, avec une nuit plus courte, on va surstimuler la gréline, qui est l'hormone de la faim, et éteindre et abaisser l'hormone leptine, qui est l'hormone de la satiété. Qu'est-ce qu'on ressent alors? Ben, on ressent vraiment cette sensation de faim qui ne passe pas, hein, toujours une petite faim, toujours envie de quelque chose. On n'a pas non plus le côté vraiment satiété, le côté satisfaction, de se sentir vraiment rassasié, difficile à obtenir aussi quand ces hormones sont déréglées. Et donc forcément, avec ça, la gréline qui vous pousse à manger, la leptine qui n'est pas là, celle qui pourrait au moins vous dire c'est bon, je suis rassasié, ben, automatiquement, ça entraîne une augmentation des quantités. Donc là aussi, on l'a peut-être déjà ressenti de façon plus extrême si, quand vous étiez étudiant, vous avez passé une nuit blanche, ben, typiquement, le lendemain, c'est une journée où on grignote un peu toute la journée. Alors, c'est comme si on allait essayer de récupérer des petites heures de sommeil en grignotant. Mais dans une moindre mesure, mais c'est quand même là, si vous avez systématiquement des nuits un petit peu trop courtes, ben, vous vous retrouvez quand même dans cette situation-là, mais qui en plus passe un peu inaperçue parce que c'est moins flagrant qu'au bout d'une nuit de 3 ou 4 heures, au pire au bout d'une nuit blanche. Et ce côté sommeil, ne dites pas non, non, mais moi, je n'ai pas besoin de beaucoup dormir, je m'en sors très bien. Il y a quand même, statistiquement, et je ne sais plus maintenant si c'est les 20 ou les 50 dernières années, on a perdu en moyenne 1 heure et demie de sommeil. C'est énorme. Et donc, forcément que ça a un retentissement au niveau de la santé en général, mais c'est aussi un de ces rouages qu'on doit prendre en considération dans la perte de poids. Donc, voilà pour cette première sphère, ce premier rouage.
Deuxième thématique que je voulais aborder avec vous, c'est l'impact du stress. Alors, tout le monde le sait, le stress, c'est mauvais pour la santé. Mais le stress, c'est vraiment une réaction physiologique. Ça veut dire, c'est pas juste des idées, hein, c'est pas une vue de l'esprit, le stress. Le stress, c'est une production biochimique d'hormones. Et celle la plus emblématique qu'on appelle l'hormone du stress, c'est le cortisol. Alors, le cortisol, il est utile et il est nécessaire pour des tas de choses, mais plus de cortisol va aussi mener à plus d'appétit, à plus de stockage de gras, à plus de variation de la glycémie. Donc tout ce que je viens de vous expliquer avec le slide précédent, la glycémie qui varie à cause, enfin, votre métabolisme du sucre qui est perturbé à cause d'une courte nuit, et ben en fait le stress peut vous retirer vers la même situation aussi. Et enfin, le cortisol a aussi dans ses attributs, quand il est en excès, de diminuer la masse musculaire et aussi d'impacter le capital osseux. Or, quand on dit je veux perdre du poids, on veut que ce soit la graisse qui parte et on a besoin de garder ce qu'on appelle la masse maigre. La masse maigre, c'est le muscle et les os. Le muscle, on va en reparler ici dans un instant. Euh, c'est un outil précieux pour brûler le gras, pour éliminer la graisse. Or, ben, le stress, justement, il vous ampute un peu d'une partie de cet outil. Donc, conclusion ici par rapport au stress, euh, c'est important aussi de prendre ça en considération dans votre démarche de perte de poids. Ne pas se dire, OK, ben, je suis stressée, tout le monde est stressé, c'est normal. C'est pas parce que tout le monde est stressé que c'est normal. Et en particulier dans votre démarche de perte de poids, ayez conscience aussi de l'impact que ça peut avoir et que ça va peut-être aussi finalement vous mettre un bâton dans les roues. Parce que si vous faites plein d'efforts sur certaines choses, mais qu'en fait ben, vous vous occupez pas de votre stress, vous allez pédaler dans le vide. Et évidemment, bah, quand on fait des efforts, qu'on n'a pas de résultats, c'est frustrant. Ça fait effet boule de neige, on est encore plus stressé, plus irritable, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport à cette gestion du stress? Alors, ça pourrait être l'objet d'un webinaire et même voilà, d'un séminaire d'une semaine sur la gestion du stress. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que quand vous dites, OK, ben moi j'ai envie de perdre du poids, je veux mettre des choses en place, je veux passer à l'action. Mais dites-vous aussi que des activités qui vont vous offrir de la détente, donc une activité de détente, c'est pas du luxe. C'est pas le truc qu'on fait en dernier quand on a déjà tout fait, que vous avez déjà fait vos courses, fait votre sport, préparé votre batch cooking de la semaine, parce que comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous faites tout ce qu'il faut pour arriver à votre objectif de perte de poids. En fait, cette activité de détente, elle a aussi une fonction. Et donc, j'ai envie de dire, c'est le moment de dire oui à tout ce qui se présente et qui peut vous aider dans ce côté, OK, ben, je rabaisse mon niveau de cortisol. Il y a des petites choses qui sont, j'ai envie de dire, très courtes dans le temps et qui peuvent aider. Il y a des personnes pour qui la méditation aide beaucoup. Il y a la cohérence cardiaque qui est hyper précieuse aussi, qui permet de faire sur des très courtes durées, euh, plusieurs fois par jour. Il y a des petites vidéos sur YouTube qui permettent de faire ça juste pendant 30 secondes. Il y a des applications aussi qui, voilà, qui vous font faire ça et vous suivez une petite boule en respirant sur un rythme bien précis pendant 2-3 minutes, 2-3 fois par jour. Et ça fait vraiment un résultat intéressant sur le côté. Il y a un moment donné, au lieu d'être toujours en stress avec ce cortisol qui est stimulé, à un moment donné, on abaisse la pression. Et donc oui, ça fait du bien aussi au niveau tout ce qui suit dans ces effets du cortisol. Alors, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses, hein. Le sport, ça aide aussi à la détente. Euh, Ça peut être l'occasion d'accompagner votre voisine qui vous propose toutes les semaines d'aller vous balader dans le quartier. Ben, dites oui. Allez tester ce nouveau cours de sport qui propose 1 heure à l'essai ou le yoga que vous vouliez tester. Dites oui, allez chercher ces activités qui peuvent vous donner une occasion de vous détendre. Euh, cette, cette relation au stress, essayez aussi d'être honnête par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que vous avez un stress qui est permanent à cause d'une situation familiale ou professionnelle, ou est-ce que vous êtes plutôt une anxieuse de nature? Eh bien, tout ça, en fait, on le relie aussi
au cortisol. Donc le message ici, c'est occupez-vous de votre stress avec des activités de détente. C'est pas le luxe, c'est pas le truc que vous mettez en dernier. Ça fait partie intégrante de votre démarche de perte de poids. Alors, troisième sphère que je voulais aborder avec vous, c'est cette fameuse question de métabolisme et d'activité physique. Donc, le métabolisme global, c'est quoi? C'est la façon dont votre corps brûle ou dépense ce que vous mangez. Et pourquoi est-ce que je relie ça à l'activité physique? Parce qu'on va ici parler de muscles. En fait, le muscle est super important dans le métabolisme, dans la perte de poids. Pourquoi? Parce qu'il contient les mitochondries. Les mitochondries, c'est les petites centrales énergétiques qui brûlent ce qu'on mange. Donc ça, c'est vraiment ce lien entre le métabolisme, l'activité physique et la perte de poids. Et je vais y revenir dans un instant. L'autre point que je veux élaborer ici avec vous, c'est qu'en termes d'activité physique, on a des recommandations qui sont hyper précises. On sait, de par des études, quelle est la quantité, le type d'activité physique qu'on doit faire de manière générale pour rester en bonne santé. On va voir aussi que par rapport à ces recommandations que je vais détailler avec vous, on va voir qu'elles ont certaines limites. Et quelles sont ces limites et est-ce que ça vous concerne ou pas? Et puis, comment est-ce que ça retentit au niveau du métabolisme? Et je vous dirai un petit mot aussi sur ici le métabolisme de sédentaire, dont on est beaucoup à être concerné par ça, et le rôle de l'irysine, qui est une petite substance assez intéressante qui peut nous aider. Alors, quelques détails par rapport à tout ça. Premièrement, le côté mitochondrie. Donc, métabolisme, ça veut dire est-ce que votre corps peut brûler ce que vous mangez. Et je vous rappelle, si vous ne brûlez pas ce que vous mangez, vous stockez. C'est l'un ou l'autre. Où est-ce qu'on brûle? Dans les mitochondries. Les mitochondries, c'est vraiment ces petites centrales énergétiques qui brûlent ce que l'on mange pour fabriquer de l'énergie. Et les mitochondries, elles se logent en toute grande partie dans le muscle. Et donc, l'importance de l'activité physique dans la perte de poids, elle se situe là. Elle se situe sur cette masse musculaire. En fait, je ne vais pas dire que je m'en fiche, mais presque. Moi, je veux pas que vous fassiez du sport pour avoir brûlé vos 200 calories ou vos 400 calories. C'est pas là l'intérêt. L'intérêt de l'activité physique ou du sport, c'est de conserver ou d'augmenter votre masse musculaire pour avoir plus de petites centrales qui brûlent et qui brûlent tout le temps, pas que quand vous faites votre sport. Donc, si vous avez plus de masse musculaire, vous avez plus de mitochondries. Et vos mitochondries, elles brûlent en permanence. Donc, vous allez brûler, j'ai envie de dire, même quand vous dormez, vous brûlez plus si vous avez plus de muscles que si vous en avez moins. Et c'est là qu'est l'intérêt de l'activité physique et le côté incontournable de l'activité physique dans la perte de poids. Maintenant, qu'est-ce que ça représente en termes d'activité en tant que telle? Ben, on a ces recommandations. On sait que de manière générale, pour rester en bonne santé, on a besoin entre 150 et 300 minutes d'activité physique modérée par semaine. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Modéré, c'est chacun son niveau. Donc, modéré pour les uns sera peut-être trop facile pour les autres ou encore trop difficile pour les troisièmes. Euh, un petit truc qui vous permet de savoir qu'est-ce qui est modéré pour vous. Quand on a une activité physique modérée, on devrait encore être capable de plus ou moins parler. Si vous arrivez à chantonner pendant votre activité physique, c'est que c'est pas modéré, c'est que c'est trop léger, c'est qu'il faut accélérer un petit peu la cadence pour vraiment être dans ce qu'on appelle une activité physique modérée. Donc là, on est plutôt sur une activité de type cardio. Alors, je reviens sur cette fourchette entre 150 et 300 minutes d'activité. N'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous pensez de ça. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Euh, je trouve que c'est quand même assez costaud de se dire, ben, on est finalement mettre 2 séances de sport par semaine, ben, c'est peut-être à peine, mais 120 minutes, on n'y est pas encore. Donc, c'est une sacrée quantité quand même d'activité physique. La conclusion de ça, c'est que, en fait, on peut voir les choses comme on veut avec notre mode de vie, notre activité professionnelle, etc. Fondamentalement, on n'est pas fait pour être sédentaire. Fondamentalement, notre corps, il est fait, il est programmé pour être en activité. Et donc, ça se traduit du coup par un besoin d'activité physique qui est quand même assez important.
Alors, en plus de cette activité physique plutôt type cardio, on sait que pour rester en bonne santé, on a aussi besoin d'exercices plus spécifiques de renforcement musculaire. Donc là, on est vraiment sur ce côté plutôt force. Alors évidemment, ici, on essaye de mettre les choses dans des cases où on peut très bien avoir des activités qui combinent les deux. L'idée de ces recommandations, c'est de vous donner quelque part un repère, de se dire ben, finalement, est-ce que je fais assez d'activité physique et est-ce que je fais le bon mix d'activité physique. Donc ça, c'est ce qu'on sait, dont on a besoin pour rester en bonne santé. Alors évidemment, dans la volonté de perdre du poids, euh, on a besoin de ça, parfois un petit peu différemment, mais clairement, on a aussi besoin de bouger. Alors, ces recommandations, elles ont aussi leurs limites. Et la limite, c'est ben, qu'on peut très bien avoir ces 3 séances de sport et être à ces 150, 160 minutes d'activité par semaine, mais quand même se retrouver avec un métabolisme dit de sédentaire. Et comment est-ce qu'on se retrouve dans cette situation-là? Ben, c'est que même si vous avez votre jogging le matin avant d'aller au bureau ou votre séance de Zumba ou d'aquagym le soir, si en journée vous avez des longues périodes de sédentarité, si comme moi vous avez un métier où on est beaucoup assis, en fait au niveau de votre métabolisme, on reste sur un métabolisme de sédentaire, c'est-à-dire un métabolisme qui est plus ralenti. Euh, donc, c'est cette sédentarité, ces longues périodes assis ou immobiles, ça vient en fait même euh, annuler un peu les effets de l'activité physique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution par rapport à ça? Évidemment, les chercheurs, ils ont quand même dit, ben, c'est pas possible, là, il faut qu'on trouve quelque chose et on a creusé. Alors, on a des pistes qui ont émergé de différentes études. Et là, je vais vous parler de l'irisine, des zones bleues et de cet impact sur le métabolisme. Alors, d'abord, au niveau des zones bleues. Les zones bleues, c'est une étude de population de par le monde. C'est une étude qui date déjà un petit peu, mais qui reste vraiment très intéressante et avec des conclusions toujours d'actualité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les chercheurs ont remarqué qu'il y a plusieurs micropopulations réparties sur la planète où on observait une meilleure santé, moins de maladies dégénératives, plus de centenaires, une meilleure santé mentale aussi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décortiqué à la fois l'alimentation, le mode de vie, l'environnement, etc., pour essayer de trouver des points communs. L'une de ces zones bleues, c'est la Crète, et là on dit les anciens de Crète. Alors les anciens de Crète, c'est pas l'Antiquité, mais c'est plutôt une ou deux générations passées. Malheureusement, les dernières générations sont en train de perdre aussi les bénéfices qu'on observait chez ces anciens. Alors, les anciens de Crète, bon, moins de surpoids, moins de maladies, une plus longue longévité, etc., etc. Et pourtant, il n'y a pas de salle de fitness chez eux, ils ne vont pas l'aquagym et la zumba et les pilates, etc. Mais leur secret à eux, tout comme ce qu'on retrouve aussi dans d'autres zones bleues, c'est qu'ils ont vraiment un mode de vie qui est actif. En plus, dans les montagnes où c'est vallonné, donc on a à la fois ce côté renforcement musculaire, mais aussi le côté cardio. Et qu'est-ce qu'on a observé par rapport à ça? C'est qu'en fait, ils ont une substance qui s'appelle l'irisine et cette irisine, en fait, elle stimule la combustion des graisses. Alors, c'est génial ce truc, évidemment. On se dit, bah, moi, si je veux perdre du poids, donc ça veut dire que je veux éliminer la graisse. Si je peux avoir de l'irisine qui m'aide à brûler ma graisse, ce serait quand même fantastique. Eh bien, d'où vient l'irisine? Elle vient justement de l'activité physique, mais elle a un petit truc un petit peu plus spécial. On a vraiment été chercher comment est-ce qu'on peut la produire. Eh bien, elle est vraiment liée à cette activité physique d'une part, mais ça peut être sur des très très courtes périodes. Mais et ce qui la détruit ou ce qui fait qu'on en a moins, c'est la sédentarité. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette irisine? C'est qu'il faut absolument sortir de la sédentarité. Et là, les chercheurs ont vraiment pu mesurer qu'est-ce qui va restimuler cette irisine, ce brûleur de gras. C'est des toutes petites activités, mais le plus souvent possible dans la journée. Donc, si vous avez un travail
qui est sédentaire, si vous avez des longues périodes d'inactivité sur la journée, il vous suffit, alors je mets vraiment suffit entre guillemets, parce que c'est pas évident pour tout le monde, j'en suis bien consciente. Mais en fait, pour l'irisine, il suffit d'avoir entre 30 secondes et 2 minutes d'une activité physique euh, un petit peu intense. Vous ne devez pas faire de la corde à sauter, devoir prendre une douche après, mais par exemple, une série de 10 ou 20 squats, monter les escaliers en trottinant un petit peu, donc tout ça, ça suffit pour déjà restimuler l'irisine. Donc l'idée ici, c'est de vous dire, OK, il faut vraiment que j'essaye de casser ma sédentarité, que j'interrompe ces longues périodes où je suis assis immobile par des petites périodes d'activité. Alors un petit peu plus que se lever pour aller faire pipi ou aller chercher un café, donc quelque chose d'un petit peu plus intense, mais c'est pas non plus complètement inaccessible. Donc, le message ici, c'est il faut bien qu'on se rende compte que notre corps n'est pas fait pour être sédentaire. Et donc, on doit vraiment aller chercher qu'est-ce qui peut aider notre métabolisme à retrouver en fait toute cette agilité par rapport à la combustion, donc à la combustion du gras par rapport à ce stockage. Et donc là, c'est l'importance de cette activité physique. Et si vous êtes concerné par une activité sédentaire, c'est essayer vraiment de casser un maximum cette sédentarité. Alors, pilier suivant dans la perte de poids, l'assiette. Alors oui, évidemment, on allait quand même parler d'assiette, même si ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de quel type d'aliments. Donc, ce n'est pas le but ici de rentrer dans tous ces détails au niveau d'alimentation, mais je vais quand même vous donner 4 principes pour être sûr qu'au niveau de l'alimentation, on soit dans la bonne direction. Alors, la première, c'est une alimentation non transformée. Et je rajoute à ça une alimentation méditerranéenne non transformée. Alors là, le régime méditerranéen, comme on entend souvent parler, c'est en effet, c'est un mode d'alimentation qu'on met souvent en avant comme étant un mode de référence pour la santé. Et quand on va creuser un petit peu, c'est quoi l'alimentation méditerranéenne de référence? C'est une alimentation qui, en effet, est largement non transformée. Et j'aime bien cette image, je l'utilise souvent, qui dit les vrais aliments n'ont pas d'ingrédients et n'ont pas de liste d'ingrédients. Les vrais aliments, ce sont les ingrédients à eux tout seuls. Donc, quand vous faites vos courses, si vous deviez mettre sur une table tout ce que vous mangez sur une semaine, il faudrait que vous ayez au moins 80% qui soient des aliments bruts, des aliments sans étiquette, sans ingrédients, parce qu'ils sont les ingrédients. Si on vient greffer ça sur cette alimentation de type méditerranéenne, on est sur une alimentation qui est très riche en légumes, où il y a aussi des protéines variées et de qualité non transformées, à la fois des viandes, des volailles, des poissons. On insiste souvent sur les petits poissons gras comme les sardines, les maquereaux, etc. On a une présence importante des oléagineux, des légumineuses comme comme les pois chiches, les lentilles, etc. On a aussi un peu de produits laitiers, de nouveau non transformés, un petit peu plus le côté chèvre, brebis. Et puis on a aussi beaucoup, beaucoup de couleurs, une grande variété de couleurs dans cette alimentation méditerranéenne. Donc ça, c'est quand même déjà facile quelque part. Il n'y a rien de compliqué dans cette alimentation et clairement, ça plus le côté non transformé, ça nous met déjà une très très bonne base. Donc ça, c'est le point numéro 1 dans cette alimentation. Et puis, c'est une chouette alimentation, il y a quand même plein de très bonnes choses là-dedans. La deuxième chose au niveau de l'alimentation, alors c'est même pas directement lié à l'alimentation, ce sont les conditions des repas. Et je sais qu'on n'aime pas hein, ce truc-là, on dit ah oui, je sais, faut manger lentement, mastiquer, faut manger en conscience, ceci, cela. Et c'est pas toujours facile à mettre en place quand le soir, tout le monde vous sollicite, les enfants vous posent 50 000 questions, le midi, c'est encore à moitié en réunion. Donc oui, c'est pas évident. Et pourtant, c'est quand même quelque chose qui est vraiment important de se dire voilà, je prends la peine de me poser, j'essaye qu'il n'y ait pas de distraction pour mon repas, je respire en mangeant, je savoure ce que je mange, il y a aussi une notion de plaisir là-dedans. Je mastique suffisamment et puis je m'arrête quand j'ai plus faim.
Et s'arrêter quand on n'a plus faim, c'est autre chose que s'arrêter parce qu'il n'y a plus rien dans l'assiette. Mais pour vous s'arrêter quand il n'y a plus rien, pour s'arrêter parce qu'on n'a plus faim et pas parce qu'il n'y a plus rien dans l'assiette, il vaut mieux être un peu plus conscient de ce qu'on mange, de savourer, de mastiquer, de prendre son temps. Alors, je suis persuadée qu'ici, il n'y a rien de nouveau pour vous. Je sais, c'est le genre de choses que tout le monde sait, personne ne fait. Alors, je vous donne quand même une petite astuce pour voilà, vous pousser un petit peu dans ce sens-là sans que ça paraisse complètement utopique, inatteignable. Euh, Pensez à ceci. Avant de commencer à votre première bouchée, vous avez votre assiette devant vous. Vous dites, OK, je m'apprête à manger ma première bouchée, mais ce que je fais d'abord, c'est que je pose mes deux mains sur la table, je mets mes deux pieds par terre, je m'installe. Je respire 3 fois profondément et puis je commence. Et en fait, ça déjà, cet impact de la respiration, l'impact de se poser, ça envoie déjà un signal qui est très différent sur les conditions du repas. Et ça, on va se dire, allez, c'est quand même pas trop compliqué à mettre en place. Il ne s'agit pas de devoir faire cette méditation alimentaire pendant 3 quarts d'heure alors que vous avez vos collègues, votre téléphone qui n'arrête pas de sonner à côté. Ce serait l'idéal, mais je sais que c'est pas réaliste. Donc, ce petit truc-là, c'est dire, allez, il devrait quand même y avoir moyen de mettre ça en place. Donc, ça, c'est notre deuxième conseil au niveau alimentation. Troisième conseil, c'est de respecter les bonnes proportions. Alors, quand je détaille le côté aliments dans un programme, mes coachings, etc., on voit plein de choses au niveau type d'aliments, on va vraiment beaucoup plus loin là-dedans. Et souvent, je répète les proportions. Je tape sur ce clou de il faut manger dans les bonnes proportions. Les bonnes proportions, c'est quoi? J'ai choisi ici ce schéma de l'assiette santé, une assiette complète. Alors, dans une assiette complète, il doit toujours y avoir au moins la moitié de légumes. Alors ici, on voit fruits et légumes, et les légumes sont encore vraiment plus importants que les fruits. Donc, ça peut être les deux, mais avec clairement une importance plus grande pour les légumes. La moitié de votre assiette de légumes, c'est le critère qui s'applique aussi bien le midi que le soir. C'est minimum la moitié de légumes. Est-ce que c'est le cas déjà chez vous ou pas? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Dans le reste de l'assiette, on a une place aussi pour des protéines de qualité. Protéines de qualité, c'est quoi? C'est la viande, c'est le poisson. Ça peut être végétal avec du tofu, du quinoa, les légumineuses, etc. Donc, on est ici vraiment sur des protéines de qualité et je renvoie à ce qu'on a vu précédemment, non transformées. Ça s'applique aussi à la viande, à la volaille, au poisson, etc. On est ici sur une vraie portion. Alors, une vraie portion, c'est vrai que ça peut dépendre vraiment d'une personne à l'autre, mais si déjà vous dites, OK, je vous donne cette fourchette de 100-150 grammes, c'est déjà une bonne base. À retravailler sans doute pour certaines personnes dans certaines situations, mais ce que je veux que vous ayez déjà en tête avec ceci, c'est que si vous avez l'entrecôte de 250 grammes avec 2 tomates cerises en déco, c'est pas OK. Si vous avez la magnifique salade, mais que vous avez 3 petites crevettes perdues dedans, c'est pas OK non plus en termes de proportion. Donc on cherche vraiment cet équilibre d'une catégorie d'aliments par rapport aux autres. Et puis, il nous reste aussi le côté féculent. Alors ici, il parle de céréales complètes. Nous, on préfère parler de féculents qui est une catégorie un petit peu plus large. Enfin, ça, c'est du détail. Et donc, on voit qu'ici, la place des féculents, c'est jamais plus qu'un quart de ce que vous mangez de votre assiette. Là aussi, on va pouvoir moduler un petit peu, mais on module généralement plutôt à la baisse qu'à la hausse. Donc, les bonnes proportions, c'est le plus de légumes, une vraie portion de protéines et pas trop de féculents. Ça, c'est le côté vraiment proportion. Ce qui n'a pas d'importance ici quand on parle des proportions de cette assiette bien équilibrée, c'est le fait que ça soit cru ou cuit, chaud ou froid. Si déjà vous êtes dans les bonnes proportions, en fait, peu importe si c'est cru, cuit, chaud ou froid, vous êtes déjà sur une très très bonne base. Il y a plus de ça, on est avec des aliments du régime méditerranéen et que vous mastiquez bien. Là, franchement, on est quand même déjà franchement pas mal. Et alors, l'autre critère dont je voulais vous parler ici par rapport à l'alimentation, c'est de respecter le rythme du corps. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, en fait, on a des besoins qui vont varier en cours de journée.
Donc oui, il faut manger les bonnes choses, oui, il faut manger les bonnes choses dans les bonnes proportions de préférence, mais il faudrait aussi l'adapter au moment de la journée. Ce qu'on le mange le matin ne va pas faire le même effet si on le mange le soir, si on le mange le midi. Donc en fait, pour ça, on essaye vraiment de se calquer sur les besoins. Et là, c'est le côté qui est parfois un petit peu plus difficile à entendre, c'est que même si on le sait, hein, secrètement, on sait bien, on connaît tous le petit dicton de faut manger comme un roi le matin et comme un pauvre le soir. Ben oui, ça reflète assez bien les besoins. On n'a pas besoin de grandes quantités juste avant d'aller dormir. Ça n'a pas beaucoup de sens, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour nous dans notre mode de vie? On dit, ben oui, mais moi, le soir, c'est mon repas principal. Mais c'est parce qu'en fait, on ne mange pas assez bien en journée. Donc déjà, une petite amorce de mieux suivre le rythme de votre corps, c'est de vous dire, en fait, je mange mieux le midi. Et comme ça, tout ne dépend pas de mon repas du soir. Alors là, de nouveau, on peut aller beaucoup plus dans le détail. Mais c'est ça le message que je voulais vous communiquer ici, c'est que il suffit pas juste de dire bah, je mange les bonnes choses, mais je concentre tout sur mon repas du soir et tant pis si en journée c'est un peu moins bon. Essayez vraiment de mieux manger en journée, que ce soit le matin si vous prenez un petit déjeuner et en tout cas votre repas du midi. Le repas du midi, c'est un repas pilier. Donc ne passez pas ça à la va-vite. Faites-en un vrai repas dans les bonnes proportions. Chaud ou froid, ça n'a pas d'importance. Mais ne misez pas tout sur le repas du soir. Réhabilitez aussi votre repas du midi. Voilà pour ce côté ici, alimentation. Alors évidemment, sur l'alimentation aussi, il y aurait moyen d'en dire vraiment beaucoup plus, mais ce que je veux ici, c'est vraiment vous donner plus cette approche globale et insister sur la relation qu'il y a entre ces différentes sphères. Donc petit rappel justement de nos 4 sphères d'action qu'on vient de voir ici. On a vu le sommeil, on a vu l'impact du stress, on a vu le métabolisme avec la nécessité de l'activité physique et on a vu aussi l'importance de l'assiette. Alors, la 5e, justement, c'est quoi? Eh bien, cette 5e sphère, c'est votre pourquoi, c'est votre objectif. Et au début, je vous avais demandé de dire bah, est-ce que vous voulez perdre du poids et pourquoi vous voulez perdre du poids. Alors, je n'ai pas vu beaucoup de réponses ici, mais faites-le l'exercice pour vous. C'est quoi votre pourquoi? Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? Et pourquoi je le mets au centre ici des rouages? Parce qu'en fait, si vous voulez avoir quelque chose qui vous aide vraiment dans votre démarche, il vous faut un objectif puissant. Un objectif puissant, c'est un objectif qui va vous aider à l'atteindre. Alors, au début, quand on est dans une démarche de perte de poids, il y a cette motivation, on met des choses en place et clairement, il y a toujours un moment, tôt ou tard, où les choses sont un petit peu plus compliquées, où bah, par ailleurs, au boulot, c'est plus stressant, où on est plus fatigué, où on en a un peu marre, où ça arrive toujours et à tout le monde. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez être aidé ou non grâce à votre objectif. Si vous avez dit, ah ben oui, moi j'ai perdu du poids parce que mon médecin m'a dit que ma prise de sang n'était pas très bonne et que je devais perdre du poids, moi j'ai rarement vu une motivation qui vous aide vraiment, qui est juste avoir une bonne prise de sang. Donc allez creuser c'est quoi le pourquoi et quels sont les critères pour avoir cet objectif puissant. En fait, les critères pour un objectif qui est vraiment puissant, qui est une aide dans votre démarche, c'est d'avoir quelque chose que vous avez déjà vécu, j'ai envie de dire presque concrètement. Si votre objectif, c'est de dire, moi, je veux perdre du poids parce que je veux rester en bonne santé. OK, c'est quoi pour vous rester en bonne santé? J'adore jardiner, je vais encore pouvoir gratter la terre, planter mes plantes, cueillir mes légumes, voilà, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ok, là on commence à voir quelque chose qui est plus concret. Donc, creusez ça, façonnez cet objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, moi, je veux me retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je veux encore me voir dans mon jardin, à 4 pattes, à planter mes trucs, à aller déterrer mes carottes et à me relever avec souplesse et me sentir bien. Ok, donc là, on a le côté je me sens bien, il y a une émotion. Je suis à 4 pattes, je me relève, il y a une sensation. Je sens le parfum des plantes dans mon jardin, je sens la terre sur mes mains. Il y a tout ce côté sensoriel aussi. Donc, je veux que vous puissiez visualiser votre objectif.
Je vous donne un autre exemple. Si pour vous, vous voulez perdre du poids parce que vous avez le mariage de votre fils dans 6 mois et vous voulez mettre cette tenue et vous voulez que vous soyez bien pour le mariage, ok, super. Mais creusez cet objectif, façonnez-le. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, je veux que le matin, j'enfile ma tenue, que je me sente bien dedans, que je me sente rayonnante, que je passe devant le miroir, que j'aime bien ce que je vois. Vous voyez, là, on a ce côté émotion, on a ce côté sensation. Vous vous sentez déjà dans votre tenue, vous sentez que vous êtes belle, que ça vous plaît. Mais c'est ça qu'il faut. Il faut que votre cerveau, il ait déjà vécu ce que vous voulez obtenir. Et quand il a déjà vécu ça, ben ça, dans les moments plus difficiles, c'est ça qui va vous tirer dans la bonne situation plutôt que d'avoir un truc un peu trop vague. Ah oui, je devrais faire attention pour ma santé. C'est pas ça qui vous aide. Donc ne négligez pas votre objectif. Euh, c'est un exercice en général que je ne fais pas tout à fait au début dans la prise de poids parce que je vous dis, il y a cette autre motivation, mais tôt ou tard, on y vient à cet exercice de dire, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je veux faire des efforts pour mon poids? Et à ce moment-là, il faut que vous ayez quelque chose qui soit bien concret, palpable, que vous l'ayez déjà ressenti en termes d'émotions, de sensations, que vous ayez déjà vécu mentalement ce que vous voulez obtenir. C'est ça un objectif puissant et c'est vraiment important dans votre démarche de perte de poids aussi. Alors j'espère que c'est clair pour vous tout ça. On en vient maintenant à notre petit exercice pratique. Donc, si vous avez votre papier et de quoi écrire, ben, c'est le moment, on va utiliser ça. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de faire ce que j'appelle l'exercice du radar. Alors, l'exercice du radar, c'est ce que vous voyez ici à l'écran et je vous invite en fait à tracer 5 lignes reliées en un point que vous allez graduer de 0 à 10. Bon, ici c'est 100, mais ça peut être 10. Et qui vont être consacrées à des thématiques. Alors ici, j'en ai mis 5. On peut faire une version simplifiée à 4. Si vous en mettez 5, vous en avez une pour l'alimentation, une pour votre activité physique, une pour la qualité de votre sommeil, une pour la gestion du stress et une que j'appelle substance. Et qu'est-ce que je regroupe dans substance? C'est la consommation de aliments, enfin de sucre de manière générale, d'alcool et de soda. Alors j'ai choisi de les sortir d'alimentation parce que voilà, parfois ça brouille un petit peu le bilan alimentation en tant que tel. Maintenant, si c'est plus facile de faire juste 4, vous enlevez substance et c'est pas grave, vous pouvez quand même avoir un exercice de radar qui est vraiment intéressant. Alors, comment ça fonctionne? Ben, vous allez vous auto-évaluer sur chacune des lignes, donc chacun de ces axes. Si vous êtes à 100 ou à 10, ça veut dire que vous êtes vraiment au max, vous faites super bien. Dites-moi, je me donne un 100% pour mon alimentation. Alors, je crois que ça n'existe pas. Mais donc, voilà, juste pour la compréhension, vous mangez parfaitement, vous donnez un 100%. Vous dites au contraire, moi, mon alimentation, c'est complètement chaotique en ce moment, je mange n'importe quoi. Vous allez plutôt vous donner un 20 ou un 40%. Le sport, pareil. Donc, si vous faites super bien votre sport, vous allez vous donner 100%. Si vous ne faites pas du tout bien votre sport, vous allez vous donner un petit chiffre. Pareil pour le sommeil, si votre sommeil est de super qualité, super durée, tout va bien, vous donnez un 10 sur 10. Si ce n'est pas bon, vous donnez moins. Gestion du stress. Alors ici, attention, si vous êtes super stressé, vous mettez un petit score. C'est pour ça que je l'appelle gestion du stress. Donc si vous dites, en fait, non, moi je ne suis pas du tout stressé, vous pouvez vous mettre en 100%. Ou vous dites, bah, je suis stressé, mais franchement, je gère bien, j'ai plein de trucs en place et mon stress est géré et sous contrôle, vous pouvez vous donner un score élevé. Si vous dites, moi je suis anxieuse tout le temps, je sens que le stress, bah, voilà, ça pourrit ma vie, j'en ai plein, vous allez vous donner un tout petit score. Et pareil dans les substances, si vous dites non, moi, je bois hyper rarement, je mange pas de sucre, je mange pas de boisson sucrée, vous donnez 100%. Si vous dites moi, je suis une accro au sucre et en plus j'aime bien les sodas, vous allez vous donner un tout petit score. Donc vous mettez votre score et puis vous reliez les différents points et ça va vous donner un schéma comme ici. Vous pouvez même colorier l'intérieur pour voir quelle est la zone que vous avez. Cet exercice-là, il met en évidence, en fait, sur toutes nos différentes sphères d'action dans la perte de poids,
où est votre marge de manœuvre? Et on peut avoir des sphères qui ont vraiment des formes très différentes. Je vous en montre d'autres ici. Soit on peut avoir des situations où vous dites, ben moi, c'est pas que c'est catastrophique sur un élément, mais c'est un peu moyen sur tout. OK, ben ça veut dire qu'on a des choses à travailler dans les différentes sphères. On va pas nécessairement faire tout à la fois, mais on sait que ben, on va aborder des choses dans l'alimentation, on va ensuite peut-être faire des choses au niveau du sommeil, puis ensuite dans le sport. Et donc, au moins, vous savez ce qui est à aborder. Et je le répète, on ne doit pas tout faire en même temps, mais ça vous donne une idée claire. Si on est plutôt sur un schéma comme celui d'à côté, où là, on voit qu'il y a des éléments où vous êtes super bon, et puis des éléments où c'est vraiment plus compliqué, ici, par exemple, sur le côté sucre ou le côté alimentation, où il y a un faible score. Ben ça vous montre aussi que ben si vous avez une situation comme celle-là, allez d'abord chercher à améliorer petit peu par petit peu, mais travailler d'abord ces sphères, ces axes où vous avez les moins bons scores. Alors, s'il y en a ici parmi vous qui ont fait l'exercice en direct ici pendant que je donnais les explications, est-ce que vous avez plutôt un schéma, on va dire, équilibré comme le premier ou un schéma avec une ou deux thématiques qui ressortent vraiment de façon hyper claire comme étant en fait bah, le truc là où le bas blesse et donc votre priorité, euh, votre nécessité d'agir. Alors ici, Estelle dit équilibré. OK. Alors équilibré, c'est bien, c'est pas nécessairement plus facile parce qu'en fait, on se dit, bah, je dois un peu travailler sur tout, qu'est-ce que je fais? Donc là aussi, je vous expliquerai comment j'aborde les choses et comment on choisit de mettre les choses en pratique par rapport à ça. Alors cet exercice du radar, vous avez vu, c'est facile à faire. Ça donne une bonne image aussi de ben, où est-ce que vous en êtes. Ça vous permet en fait en transparence de voir ben, où est-ce que j'en suis, quelle est ma situation. Cet exercice, je vous propose de le faire en début de démarche parce que ça va vous aider à trouver quelle est votre priorité, où est votre levier pour avoir du résultat. Et puis, on refait généralement aussi cet exercice au bout de un mois, 2 mois, 3 mois pour un peu refaire le bilan et se dire, tiens, est-ce que je ne dois pas recalibrer quelque chose quelque part? Donc, ici, voilà, Christelle qui dit non, plutôt non équilibré. Oui. Donc, il y a vraiment de tout. Et à mes yeux, c'est un exercice que je trouve extrêmement précieux parce que dans les démarches de perte de poids, je rencontre tellement souvent des personnes qui font des efforts mais qui n'ont pas les résultats qu'ils devraient avoir. Soit parce que, bah, comme je l'ai vous expliqué au début, bah, on ne travaille pas sur le bon rouage. Et il suffirait, entre guillemets, d'avoir cette conscience de, bah, il faut une approche qui soit complète. Et si vous avez, bah, comme Christelle ici, un côté substance qui n'est pas bon, ben déjà, on commence par là. Et ça ne doit pas être parfait tout de suite. Donc, c'est pas parce que vous dites, ah ben zut, moi je me suis mis un 4 pour les substances, il faut que ça remonte à 8 ou 10. Quand on est à un 4, l'étape suivante, c'est le 5 et puis le 6. Donc, on fait des petites choses. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que une fois qu'on commence à faire des changements, ben, le changement suivant, il devient plus facile parce que le bon entraîne le bon aussi. À l'inverse, en général, le mauvais entraîne plus de difficultés. Donc, un petit exercice que j'aime beaucoup et que je vous encourage vraiment à faire. J'espère que ça vous est utile ici. Alors, la conclusion pour moi pour cet exercice du radar, c'est de vous dire que vous êtes la personne la mieux placée pour connaître vos besoins, mais il faut regarder au bon endroit. Et pour moi, cet exercice, il vous aide justement à regarder aussi au bon endroit. Bon, alors avec tout ça, finalement, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces infos? Alors, pour rappel, donc, moi, mon approche du surpoids, c'est déjà de vous donner cette vision claire, transparente, honnête, quelque part, de votre situation. Et j'espère que ce webinaire y a contribué, que vous avez pu prendre conscience que la perte de poids, c'est un ensemble de choses,
C'est normal aussi à cette étape-ci de dire, OK, ben, j'ai compris qu'il y a plein de sphères et j'ai un peu vu où je devais agir, mais finalement, je ne sais pas encore quoi faire. En effet, je ne vous ai pas expliqué le comment des choses. Mon but ici, c'était vraiment de vous sensibiliser à cette approche complète. Dans mon approche du surpoids, il y a aussi cette importance de comprendre pourquoi on met les choses en pratique. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand on m'explique le pourquoi, j'arrive à bien mettre en place. Moi, j'aime pas appliquer juste à l'aveugle. Et donc, c'est comme ça que j'accompagne aussi dans mes programmes, mes coachings de perte de poids. C'est une notion de compréhension. Et puis, évidemment, on n'est rien sans la mise en pratique. Donc, oui, on va amorcer du changement et il faut être prêt à changer. Alors, dans cette étape de cette vision, ce point de départ clair, la compréhension des choses et la mise en pratique, en fait, il manque un élément. Et pour moi, on y est, en fait, on est là aujourd'hui à cet élément qui manque. Avec ce webinaire, ben, je vous dis, j'espère que vous avez une bonne vision globale de votre situation, de votre perte de poids, de votre point de départ dans votre démarche. Et maintenant, c'est le moment, en fait, pour vous de prendre une décision, de dire, OK, moi maintenant, j'ai envie de prendre les choses en main. J'ai envie d'amorcer le changement. Et oui, il doit y avoir du changement quelque part. On dit toujours, bah, si vous ne changez rien, rien ne change. Donc, pour moi, ça fait partie vraiment d'une décision. Et c'est différent, le fait de dire, je prends une décision, plutôt que de dire, bah oui, je vais faire un peu plus attention. Cette décision, c'est vraiment cette amorce de dire, OK, je prends les choses en main, je vais amorcer le changement de façon organisée, de façon structurée. Ça ne doit pas être une révolution, hein. Vous ne devez pas tout à coup tout chambouler dans votre organisation. Et d'ailleurs, enfin, moi, je ne recommande pas de faire ça. Faites-le à votre rythme. Et dans ce sens, j'ai envie de dire, c'est toujours le bon moment pour prendre cette décision et se dire, ben voilà, moi, ça y est, je veux mettre les choses en pratique et je vais le faire étape par étape. Un petit pas par petit pas, à votre rythme. Et peut-être que pour l'instant, vous dites justement, j'ai plein de boulot, il y a plein de choses. Prenez quand même cette décision. Vous ne devez pas vous mettre des objectifs inatteignables. Mais je préfère faire des toutes petites choses. Et même si c'est qu'un petit changement par semaine ou un petit changement toutes les 2 semaines, ben vous allez voir qu'avec ça, dans 3, dans 4, dans 5 mois, vous avez déjà accumulé du vrai changement. Si on attend le bon moment, en fait, dans 4 mois, il n'y a rien qui a changé et vous voudrez faire plus de choses en même temps et c'est pas comme ça que ça marche. Donc, pour moi, c'est vraiment à cette étape-là où je prends cette décision et je vais le faire à mon rythme. Et je vais amorcer ce changement de façon organisée, de façon structurée, comme ce que je viens de vous expliquer, avec cet exercice, avec les différentes sphères. Et oui, clairement, c'est là-dedans aussi que je peux vous aider. Alors, les accompagnements de perte de poids, c'est quelque chose que je fais énormément. Et donc, je vous propose aussi de bénéficier de tout ça. J'ai créé un programme pour ça qui s'appelle Perdre du poids façon alimentation joyeuse. Et donc, c'est un programme dédié à la perte de poids dans le style de ce que je vous ai expliqué ici, mais vraiment avec un focus alimentation. Donc, dans ce webinaire, je n'ai pas creusé beaucoup l'alimentation. Dans le programme, on creuse beaucoup l'alimentation. Quel type d'aliments, à quel repas, comment est-ce qu'on compose ses assiettes, comment est-ce qu'on gère l'organisation des repas. Donc, c'est vraiment un focus alimentation, mais toujours dans cette approche globale, avec aussi cette coordination des autres piliers. Qu'est-ce qu'on fait au niveau du sommeil? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'activité physique? Comment est-ce qu'on gère le stress? Donc tout ça, c'est aussi abordé dans ce programme qui vous permet donc de cibler vos besoins et qui va favoriser la mise en pratique. Au final, c'est ça qu'on veut, c'est qu'il y ait des choses qui changent en pratique. Alors comment est-ce qu'on obtient tout ça? Avec cette approche vraiment pas à pas et structurée. Moi, j'aime bien quand c'est bien organisé, j'aime bien les choses bien structurées. Donc, mes programmes aussi, ils sont bien structurés. Et grâce à justement cet encadrement, vous êtes bien encadré, j'ai envie de vous dire, faites confiance au processus. Acceptez de changer les choses en douceur et en même temps, ancrer les habitudes. Parce que les changements qui vont vous demander des efforts au début, à un moment donné, ils vont aussi devenir des habitudes. Et c'est là, quand on est dans une démarche qui est bien structurée, mais ça vous aide aussi à capitaliser sur les changements que vous faites plutôt que d'avoir un travail en dents de scie où on fait nos changements, puis on revient aux anciennes habitudes, etc., etc. Une fois qu'on a cette bonne base sur la compréhension des choses, la mise en pratique, ensuite, je vous propose aussi
des petits modules où plutôt on va expérimenter. Je vous propose un petit challenge zéro sucre. Je vous propose de tester le jeûne intermittent. Quelle est la façon qui vous convient pour vous de faire du jeûne intermittent? Est-ce qu'on ne ferait pas un petit challenge sport en faisant un petit focus spécifique sur votre activité physique? Est-ce qu'on va expérimenter du côté des féculents? Est-ce qu'on va tester le low carb? Donc tout ça, c'est des pistes hyper intéressantes dans la perte de poids, mais qui viennent se greffer sur une bonne base. Donc vous avez la base, et puis si vous avez envie, on peut aborder ces choses de façon un peu plus spécifique, soit que vous adoptez parce que ça vous convient, ça vous colle à la peau, ça vous donne des bons résultats, soit plutôt comme outil temporaire à utiliser dans certaines situations. Donc ça aussi, j'aborde ça dans le programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse. Alors, c'est quoi maintenant concrètement? Je vous le disais, c'est un programme en ligne. Donc, vous avez une plateforme pédagogique qui est dédiée à ça. C'est super agréable, c'est facile à naviguer. Vous avez accès à tout le programme, à votre rythme, aussi longtemps que vous voulez. Ce n'est pas limité dans le temps. Il y a 10 modules qui sont composés de 25 vidéos qui sont toujours courtes, ciblées, qui vont vraiment favoriser cette mise en pratique. Vous avez aussi avec ça un e-book avec 100 recettes qui sont sélectionnées spécifiquement pour la perte de poids. Je vous ai également mis des plannings de menus pour vous aider à y voir clair plutôt à l'échelle de journée ou de semaine, comment vous organisez au niveau des menus. Et puis, il y a ces petits challenges stimulants qu'on rajoute et qui sont toujours expliqués aussi dans le programme. Donc ça, c'est le programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse. Alors, l'investissement pour ce programme, si j'ai fait le calcul de accumuler ou d'additionner tout ça, ça a une valeur de plus de 600 euros. Maintenant, l'avantage, évidemment, avec les programmes en ligne, c'est que je peux aussi réduire ce prix. Donc, je ne vous demande pas 600 euros, mais ce programme, il est au prix de 349 euros. Ça, c'est le prix du programme complet dans son ensemble avec tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, dans le cadre de ce webinaire, j'ai encore une offre spécifique. Donc, vous ne payez pas 349 euros, mais vous avez 100 euros de réduction. Et donc, ce programme ici, je vous le propose pour seulement 249 euros. Avec tout ce que je viens de vous expliquer ici, tout ça, c'est inclus dans le programme. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur le contenu du programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse, je vous mets ici quelques exemples de thématiques qu'on aborde. Alors, je dis des vidéos, il y en a 25, il y a plus de 7 heures de conseils, donc c'est juste un aperçu ici. Mais le genre de thématiques qu'on aborde, c'est quels sont les critères pour un bon petit déjeuner avec des exemples. C'est quoi une technique pour identifier et résoudre le grignotage émotionnel? C'est quoi la bonne façon de faire le jeûne intermittent ou les bonnes façons de faire le jeûne intermittent? Comment est-ce que vous allez mesurer vos progrès? Comment est-ce que vous pouvez utiliser un repas du soir comme un levier pour éliminer le gras ou pour compenser des écarts? Comment est-ce que vous devez aborder votre activité physique? Comment est-ce qu'on sait que finalement, moi, c'est la masse musculaire qui augmente et je suis en train de consolider ma masse musculaire et je vois que je brûle du gras et que je ne suis pas en train de perdre du muscle. Donc, tout ça aussi, je vous l'explique et je vous dis comment vous pouvez monitorer tout ça. Je vous donne également des outils pour gérer les sorties, les invitations, les écarts. Avec sérénité, hein, les invitations, les écarts, ça fait partie de la vie. Donc, ça fait aussi partie du programme. Euh, voilà, moi, je préfère que vous ayez des écarts de temps en temps. C'est beaucoup plus réaliste et ça fait partie de cette démarche qui s'inscrit aussi sur du long terme. Et donc, je vous donne les outils pour gérer ça en toute tranquillité. On va aussi voir comment est-ce qu'on sait au niveau des quantités, est-ce que je mange bien la bonne quantité, est-ce que je mange pas trop, est-ce que je mange assez? Euh, Vous n'allez pas avoir dans le programme, moi, avec le coup de fouet, en disant, ah, vous avez pris 35 grammes de fromage et c'était que 25. Moi, je ne travaille pas comme ça. Mais je vous donne aussi les outils, je vous donne la connaissance pour que vous puissiez ressentir et juger par vous-même, dire, OK, ça, c'est la quantité dont j'ai besoin. Ça, c'est mon cadre d'action. Et il y a des jours où je mange un peu plus, il y a des jours où je mange un peu moins, mais je reste dans mon cadre. Je aborde aussi la question des compléments alimentaires, qu'est-ce qui peut aider, pour qui, comment on les prend, etc. Donc tout ça, c'est le genre de choses qu'on aborde dans ce programme.
Alors, ce programme, c'est un programme qui existe déjà. J'ai déjà pu aider des dizaines et des dizaines de personnes dans leur démarche de perte de poids à travers ce programme. Et donc, je vous donne ici quelques témoignages de personnes qui l'ont déjà suivi. Alors ici, on dit, je me sens tellement mieux depuis que je suis vos conseils concernant la structure des repas. Un autre témoignage, euh, je tenais à vous exprimer combien j'apprécie vos vidéos, leur rythme, leur contenu, surtout votre approche si bienveillante et déculpabilisante. Ça me booste à mettre en place des nouvelles habitudes. C'est clair que ça fait partie de, j'ai envie de dire, de l'ADN d'alimentation joyeuse, c'est d'être dans le positif, de vraiment avoir une démarche qui est encourageante. J'apprécie l'abandon de la notion de réduire pour maigrir au profit de changer mes habitudes pour me faire du bien. Mais oui, c'est perdre du poids, c'est pas une punition. Vous pouvez vous faire du bien et ça peut être agréable. D'ailleurs, voilà, je prends énormément de plaisir à écouter les vidéos du programme et à les mettre en pratique. Comprendre ce qui amène au grignotage les a quasiment stoppés. Les vidéos sont super intéressantes, permettent de vraiment mieux comprendre le corps et tout est bien expliqué en détail. Ou encore, j'adore, je me réjouis à chaque fois de voir la vidéo et les recettes sont vraiment délicieuses. Donc voilà pour vous donner cet aperçu sur ce qui vous attend dans le programme. Donc je répète ici que vous avez donc ce programme bien structuré pour progresser pas à pas, l'approche complète avec focus alimentation, mais aussi les autres piliers. Toujours des vidéos courtes, accessibles, stimulantes qui vous encouragent à mettre les choses en pratique. Et puis l'approche typique d'alimentation joyeuse, c'est positif, c'est motivant, c'est bienveillant. C'est réaliste, c'est du pratique et du concret. Et vous avez plein d'idées pour mettre les choses en pratique. Moi, je suis d'avis qu'on n'a jamais trop d'idées, de recettes, de plats, etc. Donc, je vous en donne vraiment beaucoup. Donc, vous avez la possibilité donc, de vous inscrire à ce programme via mon site web alimentationjoyeuse.com dans la section boutique. C'est le premier à être affiché, perdre du poids façon alimentation joyeuse. Vous cliquez là-dessus, vous avez encore tous les détails du contenu, de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et puis, vous créez votre login, votre mot de passe sur la plateforme et vous procédez au paiement avec donc le tarif spécial de 249 euros. Si vous préférez, il y a le QR code aussi. Donc, soit de vous scanner le QR code, soit de vous aller sur le site web. C'est la même chose. Ça va arriver à la même page. Et donc, là, vous pouvez profiter de ce tarif. Alors, le tarif à 100 euros de réduction, donc 249 au lieu de 349 euros, il est valable jusque vendredi soir. Donc voilà pour tout ça. J'espère que ça vous a été utile et que bah, si vous avez envie de vous lancer, bah, j'espère avoir le plaisir de pouvoir vous accompagner dans ce programme. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour avancer à votre rythme, mais je reste présente aussi. Donc vous avez la moindre question, vous m'envoyez un email, je réponds toujours à vos questions. Donc c'est pas que vous êtes largué dans la nature et que vous devez vous débrouiller, je vous aide aussi avec plaisir pour tout ça. Alors, je vous avais dit aussi que s'il y avait des questions, j'y répondrai ici en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas. S'il y a des questions, notez-les dans le chat. Je vais remonter un petit peu, voir s'il y avait des questions précédemment. Non, j'ai pas l'impression. Alors, j'espère que j'ai pas loupé certaines choses. En tout cas, s'il y a des questions, même par la suite, bah, vous n'hésitez pas. Vous allez tous recevoir le replay par email. C'est un email auquel vous pouvez répondre. Vous cliquez reply, répondre, vous posez vos questions si vous en avez. Et donc, j'y réponds avec plaisir. Merci pour les petits messages. Merci à vous pour bah, votre présence ici en direct et pour tous ceux qui nous réécouteront aussi en replay. Je vous souhaite encore ben, une bonne fin de soirée et donc ben, à bientôt pour d'autres nouvelles à travers le bloc Alimentation Joyeuse et ou en tout cas ici ben, dès demain matin. J'espère vous envoyer ça rapidement pour que vous ayez le replay le plus vite possible.
Merci à tous et je vous souhaite encore une très bonne soirée. À bientôt.